Les soignants sont en première ligne face à la maladie, la souffrance, la douleur, la peur et la mort. Mais qui soigne les soignants? Pour le savoir, je vous prescris immédiatement 1 heure d'émission. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Et je vous présente tout de suite Constance Flamand-Rose qui signe aux éditions Les Arènes un magnifique livre « Quand l'hypnose soigne les médecins ». Parce que c'est d'eux dont il s'agit, des médecins et aussi de tous les soignants. Et je reçois aussi Tania Lafort qui a écrit ce livre « Surmonter le stress et l'anxiété ». Et donc, dans cette émission, on va avoir plein de tips, plein d'astuces et plein d'exercices peut-être aussi à faire pour être moins stressé. Donc, ça s'adresse aussi, bien sûr, aux soignants, aux médecins, mais ça s'adresse aussi à tout le monde, en fait. Tout à fait. Donc, j'aimerais bien d'abord, mesdames, que vous me racontiez comment vous avez découvert l'hypnose. Constance, tu es orthophoniste, tu as travaillé à l'assistance publique pendant 25 ans et en neurobiologie. Et je crois que c'est en assistant à une opération. Tout à fait. En neurochirurgie, on faisait des opérations de tumeurs cérébrales sur des patients qui étaient réveillés pour des raisons qui justifiaient ce type d'opération. Et un jour, en arrivant dans le bloc, l'anesthésiste me dit « Ne t'inquiète pas, on ne l'endort pas, je le fais sous hypnose ». Du coup, j'ai été un petit peu étonnée. Et en discutant avec elle, après, elle m'a parlé de l'hypnose, elle m'a envoyé des papiers scientifiques sur l'hypnose. Et je me suis dit, pour mes patients en vasculaire, qui font des AVC, qui ont des tumeurs, ça pourrait peut-être les aider. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose. Donc, tu t'es formée. Aujourd'hui, tu as un cabinet à Paris où tu reçois beaucoup de personnes du monde médical, des internes, donc des médecins en formation, beaucoup de médecins. Et tu es aussi enseignante dans une école qui s'appelle Canopée, enseignante en hypnose. Exactement, une formation d'hypnose médicale. Et toi, Tania Lafort, comment tu as découvert l'hypnose? Alors moi, de façon bien différente, j'avais 20 ans et j'ai commencé par découvrir la PNL, la programmation neurolinguistique. Et quand j'ai découvert ces outils, je dirais l'idée c'était de comprendre comment fonctionne le cerveau d'un point de vue pratique. Et donc j'ai appris un tas de choses. Et puis de la PNL a été issue entre autres de l'hypnose. Donc je suis arrivée vers l'hypnose. Et donc c'était une passion. Donc j'ai fini par en faire mon métier. Donc au départ, tu étais infirmière. Absolument. Voilà, donc tu es devenue coach et puis enseignante en hypnose et en PNL. Et tu as un centre de formation qui s'appelle Réactive. Et tu viens d'Annecy. Absolument, voilà, sur Annecy. Donc en fait, ça a été une découverte progressive pour toi, PNL, hypnose. Mais est-ce que ça est venu changer quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça, alors, à titre personnel? Carrément, à titre personnel, j'ai pris conscience avec tous ces outils qu'on pouvait vraiment agir sur sa vie, qu'on pouvait gérer beaucoup de choses. J'ai changé des choses à titre personnel dans ma vie déjà. Et puis ensuite, j'ai fait un travail sur moi en hypnose puisque je reste un être humain et on a tous des choses à travailler. Et en travaillant en plus sur moi en hypnose, sur mes problèmes personnels, j'ai vu vraiment l'efficacité puis c'est vraiment devenu une passion. Et puis, j'ai fini par changer de métier pour en faire mon métier. Je le comprends très bien puisque j'ai un peu le même parcours. On découvre d'abord comme ça de l'extérieur, puis de l'intérieur, et ça devient une passion. Et toi, Constance, du coup, tu as été interpellée effectivement par cette opération. Tu t'es dit, mais comment ça se fait? D'habitude, on utilise des sédatifs. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc là, il se passe autre chose dans notre cerveau. Ouais. Et c'est là que tu es devenue docteur en neurosciences ou... C'était parallèle. J'étais en train d'écrire ma thèse à ce moment-là. Donc, j'ai fait le diplôme universitaire d'hypnose en même temps que la thèse de neurosciences. Et comme j'étais vraiment sur la recherche, que c'était le moment où ma carrière d'orthophoniste basculait vers
une carrière de chercheur. Maintenant, mes recherches portent autant sur le fonctionnement du cerveau en dehors de l'hypnose que pendant l'hypnose. Est-ce que tu trouves, maintenant que tu connais tellement de choses et que tu as étudié, est-ce que tu trouves que l'hypnose est mystérieuse? C'est l'être humain qui est mystérieux, plus que l'hypnose. Parce que finalement, la même technique sur deux personnes, si on peut parler de technique en hypnose, qui est un terme que j'aime pas trop, mais la même approche en hypnose sur deux personnes différentes avec une problématique assez semblable, en fonction de leur histoire, de leur tempérament, de leur cadre de vie et de tellement de choses, apportera des solutions tellement différentes que ça reste un mystère. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez aimés. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite. Alors aujourd'hui, on va parler des soignants qui sont en première ligne et qui parfois ont du mal à prendre soin d'eux. Et il y a une espèce d'urgence. Enfin, tu annonces des livres, des statistiques, enfin des chiffres en fait, du mal-être des jeunes, les internes en hypnose qui ont un taux de suicide supérieur à la moyenne. 3 fois supérieur. 3 fois supérieur, donc ils sont sous pression. Et en même temps, devenir médecin, c'est un engagement, donc ça devrait rendre heureux. L'engagement rend heureux, c'est démontré, c'est prouvé. S'engager rend heureux. C'est multifactoriel. Hein. Il y a la pression des horaires, la peur de ne pas être efficace. On devient médecin, soignant pour faire du bien aux autres. Il y a une pression dans les hôpitaux, la pression des supérieurs hiérarchiques, la pression du nombre de patients vus, de l'efficacité, la peur de décevoir sa famille aussi. Mon fils fait médecine. Quelle fierté. Et puis, voilà, ils ont 3 fois plus de risques que la population du même âge de faire au moins une tentative de suicide. Et il y a un pourcentage effrayant de burn-out chez les médecins. Et chez les infirmières, je crois que j'avais noté ça récemment, qu'il y a 3 fois plus d'abandon des études d'infirmières qu'il y a encore quelques années. Oui. Donc ça touche toutes les catégories de soignants, cette difficulté. Donc, tu les ressens dans ton cabinet, ces élèves médecins. Alors, évidemment, il y a plein de cas différents que tu racontes dans ton livre. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un cas en particulier, déjà pour commencer. On peut, tout à fait. Oui, alors, une anecdote, quelque chose. Moi, j'ai été particulièrement marquée par cette jeune fille qui était arrivée dans mon cabinet en fauteuil roulant, qui était en première année de médecine. Elle doublait à ce moment-là. Et un matin, elle s'est réveillée, je crois, 6 mois auparavant, avec des douleurs de jambes. Et elle a fait le tour des hôpitaux, le tour des examens d'IRM, de ponction lombaire, etc. Tout était normal. Toujours est-il qu'elle ne marchait plus et qu'elle était en fauteuil roulant à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et en une séance d'hypnose, au milieu de la séance, elle s'est levée, elle a marché. C'était lève-toi et marche. Ça avait un côté un peu miraculeux. Alors évidemment, elle n'avait pas de section de la moelle épinière. Hein. C'était c'est ce qu'on appelle un trouble fonctionnel. Un trouble neurofonctionnel, oui. C'est-à-dire qu'à un moment, en tout cas, c'est aussi ma façon de l'expliquer aux gens, aux patients, à un moment, le cerveau est tellement surchargé d'émotions, d'informations, de choses à gérer, qu'il y a un endroit du cerveau qui s'arrête. Comme s'il fallait vraiment qu'à un moment, il y ait un feu rouge. Et ça peut être dans les jambes, ça peut être dans la parole, ça peut être dans les mains, ça peut donner un tremblement. Et elle, c'était dans les jambes et elle ne marchait plus. Et en fait, on a réorganisé un petit peu tout ça et maintenant, elle est prof de sport. Ah, c'est excellent. Elle a arrêté médecine et elle est prof de sport, elle remarchait. Donc là, c'est le corps qui ne fonctionne plus, le corps qui dit stop, j'en peux plus en fait, et qui va faire un trouble quand même extrêmement marquant. Complètement, oui. Et là, l'idée, c'est un peu de remettre la machine en marche dans cette relation très particulière entre le corps et l'esprit. Pour toi, c'est un peu la définition d'hypnose en fait, que tu donnes au début de ton livre, que l'utilité de l'hypnose, c'est ça, une des fonctions de l'hypnose est de rétablir un lien corps-esprit endommagé par la maladie, les problèmes sociétaux ou affectifs de tout ordre.
Ouais. Donc c'est ce lien-là que tu vas travailler. C'est ce lien qu'on travaille en n'oubliant pas d'inclure le cerveau là-dedans. Ce que je pourrais donner comme métaphore, l'esprit serait un peu l'architecte, le cerveau le maître d'œuvre et le corps les ouvriers. Ouais. Et si à un moment on n'a plus que l'architecte et les ouvriers, il peut y avoir des problèmes de compréhension. Le maître d'œuvre, il va donner les mauvais ordres. Et quand on rétablit cette communication entre ces trois éléments, finalement, on arrive à des choses assez spectaculaires. Il faut trouver le lien. Alors justement, là, on a envie de savoir dans cette histoire comment tu as trouvé le lien, comment tu as remis cette jeune femme en marche. C'est exactement le terme. C'est-à-dire, je l'ai remise en marche. Elle me disait ça reprendra ce que nous proposera Tania tout à l'heure, je crois. Elle aimait marcher sur la plage. Elle me disait que c'était ce qui lui manquait le plus. Et au départ, je suis tombée des nues, en fait, parce que j'ai commencé à lui proposer une promenade sur la plage, mais juste pour la mettre en sécurité. Enfin, c'était pas dans l'induction. On avait induit l'état d'hypnose assez rapidement. Et puis, elle a commencé à bouger un peu les pieds, qui bougeaient. Elle bougeait un peu les pieds et on faisait une hypnose très en dialogue. Je lui demandais où elle était, ce qu'elle ressentait. Et puis, je sais pas, à un moment, je fais attention, le sable est un petit peu chaud. Elle a fait un petit truc comme ça. Et puis, et à un moment, je dis, là, tu es assise sur la plage, est-ce que tu n'as pas envie de te lever pour aller marcher? Et là, elle s'est levée. Et elle s'est mise à marcher. Et donc, on a fait ce qu'on appelle un fractionnement. C'est-à-dire que je lui ai proposé d'ouvrir les yeux pour regarder, constater qu'elle était debout et qu'elle marchait, puis de rentrer à nouveau dans son état de transe hypnotique dans lequel on peut être très actif. On n'est pas obligé d'être... D'accord. Voilà. Donc tu l'as reconnectée comme ça grâce à l'état d'hypnose. Grâce à ses sens aussi, comme si on rallumait des sens qui avaient été complètement estompés pendant tellement longtemps. Alors après, c'est pas anodin puisqu'elle a changé de carrière, donc c'est un cas quand même particulier si elle voulait plus avancer de ce côté-là, quoi, en fait. Oui, j'ai pas creusé parce que c'est pas mon métier non plus. Pourquoi est-ce que c'était... Alors je sais que les études de médecine sont extrêmement difficiles, que la première année est compliquée et que ça demande énormément d'investissement. Je suis pas allée lui demander pourquoi elle avait voulu faire médecine, pourquoi elle n'en savait rien aussi peut-être d'ailleurs, la pauvre. Donc on s'intéresse pas au pourquoi, en fait. On peut s'y intéresser, aussi, mais alors, moi je pose pas de questions en fait aux gens. Je leur pose très très peu de questions. Je les écoute. Je leur dis racontez-moi ce que vous avez envie de me raconter, ce que vous pensez être important, ce que je dois savoir à votre avis pour pouvoir vous aider. Mais je pose pas de questions sur et à votre avis, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose? Est-ce que voilà. Parce que je sais pas ce que j'en ferais. Je suis pas sûre que je m'en servirais correctement. Donc je les laisse me raconter ce qu'ils ont besoin ou envie de me raconter. Et c'est avec ça qu'ils avancent. Donc le stress, il y en a aussi partout dans la vie courante. On est d'accord. On est d'accord. Il y a des personnes, on a l'impression, qui passent longtemps... Alors, bon, là, on est vraiment dans une situation stressante pour cette jeune femme qui a ses études à faire, beaucoup de pression peut-être. Enfin, voilà, des travaux à rendre, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se projettent dans un avenir stressant, c'est-à-dire dans un avenir anxiogène. Ils sont tout le temps en train d'imaginer que le pire va se produire, alors que souvent, il n'en est rien. Comment on peut aborder les choses avec quelqu'un qui s'inquiète à l'avance? Alors, avec quelqu'un qui s'inquiète à l'avance, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le stress. Et bon, il y a plein de raisons d'être stressé et on voit les dégâts du stress dans ce que tu viens d'évoquer, Constance. On peut travailler à différents niveaux, c'est-à-dire souvent, il peut y avoir des éléments stressants de l'extérieur, mais il peut y avoir souvent les interprétations, c'est-à-dire que la personne, ce qu'elle se raconte à propos de ce qui va se passer, anticiper l'avenir négatif ou ruminer le passé négatif, ce qui va générer du stress, ce qui va avoir des comportements difficile. Je pourrais prendre un exemple pour faire le lien avec un médecin, par exemple. Imaginez un médecin en pratique, peur de faire une erreur qui va lui générer du stress, qui va du coup vérifier 2 fois plus ou repartir 2 fois plus sur ce qu'il a fait, puis on est dans un cercle vicieux. Et en fait, on peut agir à tous les niveaux de ce cercle vicieux. C'est ce qu'on voit en thérapie comportementale et cognitive. Et donc, moi, je pense qu'il y a une connaissance de soi. On peut travailler sur les pensées, on peut travailler sur la physiologie directement, par exemple avec la cohérence cardiaque. On peut agir vraiment à différents niveaux. Oui, dans ton livre, tu parles de plein de choses différentes. Oui. Donc, en fait, l'idée, ça serait un peu de déconstruire la séquence qu'il est en train de se programmer
Il fait une espèce d'addition à l'intérieur de lui-même en disant si je fais ça, il va se passer ça, qu'il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Enfin, il fait une espèce d'addition d'événements dont le résultat, effectivement, le stress. Et donc, tu vas déconstruire peut-être un des éléments pour casser cette belle machine de fabrication de stress. Absolument, ce cercle vicieux, on peut le casser à différents endroits. Après, il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut être stressé. Tu parlais tout à l'heure, on parlait de métier qui a du sens. Effectivement, quand on s'engage dans ce type de métier, en général, on a envie de faire quelque chose, on a envie d'aider les autres. Et puis, c'est un petit peu comme si je m'intéresse d'abord aux autres, je fais pour les autres, et puis dans le cadre des médecins, etc., ils vont plus forcément penser à eux. Et je pense, notamment, tu parlais aussi des infirmières, hein, de tout ce qui est paramédical. Je pense à une collègue et amie d'ailleurs, qui travaillait dans un service de pédiatrie. Et elle a fini par faire un burn-out parce que s'occuper des autres, aider les autres, et son job, et je me rappelle quand elle me racontait, ça m'avait choquée, c'était notamment de présenter les bébés décédés aux parents. Donc vous imaginez la charge répétitive, le cerveau, le corps tient, et au bout d'un moment, ça tient plus, quoi. Et là, c'est autre chose, c'est le sens que ça a, et puis c'est la limite qu'accepte le corps. Et peut-être qu'en neurosciences, toi, tu peux expliquer encore plus ceci. Ouais. Le cerveau, il aime l'habitude, il aime la routine, il est flemmard. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas de douleur, il nous permet d'en ressentir, mais lui, c'est juste un organe, c'est rien de plus. Et il va rentrer dans un fonctionnement sans savoir s'il est négatif ou positif, et sans y mettre un intérêt quelconque. Nous, on va le vivre bien ou mal, et d'ailleurs, à nouveau, hein, le même événement peut être bien ou mal vécu par l'un ou par l'autre. Le cerveau va fonctionner exactement de la même manière chez chacun d'entre nous, notre esprit un peu moins. Et du coup, il va prendre comme ça cette espèce de chemin habituel qui est plus simple pour lui, et ça va être très difficile. Imaginez un chemin d'herbe très haute, vous prenez toujours le même, au bout d'un moment, les arbres sont aplatis, le chemin est tracé, on prend celui-là, c'est beaucoup plus simple. Hein. Mais sauf qu'il n'est pas bon, il ne nous mène pas au bon endroit. Et donc, du coup, en hypnose, on trace un autre chemin. Tu parles justement de tracer cet autre chemin, mais tu parles aussi de cette réticence, en fait, quand les gens ils viennent en hypnose faire une consultation, ils sont souvent assez désespérés. Ils ont essayé beaucoup de choses avant de rendre les armes et dire bon bah voilà, vous êtes ma dernière chance. J'ai déjà tout essayé, j'ai mal et puis il n'y a pas d'explication. On me dit que c'est dans la tête ou je ne sais quoi. Donc ils ont l'impression que de toute façon ça ne va pas marcher aussi. C'est quand même ce côté paradoxal. Ils viennent en consultation, mais de toute façon ils n'y croient pas et en même temps on est la dernière chance. Parce que quelque part, le cerveau s'est aussi habitué à la douleur, habitué à la gestion de la douleur, habitué au stress. Enfin, finalement, si on est tout le temps stressé, quelque part, le stress devient comme un ami, quelque part, quelque chose qui nous accompagne. Douleur. Oui, tout à fait. Comme la douleur devient notre compagne, un tremblement peut devenir habituel. On déploie une énergie folle pour s'adapter à un symptôme. Et il va y avoir un frein à ce changement qui n'est pas forcément conscient, d'ailleurs, parce que les gens viennent en ayant envie que tout cela s'arrête. Et pourtant, notre fameux cerveau bloque parce qu'il faut changer de chemin. Et il y a le frein qui peut être un peu conscient, même en dehors des bénéfices secondaires. Il y a quand même des pathologies où le bénéfice secondaire est difficile à trouver. Hein. Mais c'est simplement le changement qui est difficile. C'est très difficile de se désancrer d'un mauvais port, même d'un mauvais port. Si on a été ancré dans un port à un moment, s'en désancrer pour en trouver un autre demande une énergie qui est folle. Et une fatigue va en découler. Les gens en ont peur aussi parce que... Donc c'est plus facile d'avoir mal et de continuer à avoir mal, de souffrir et de continuer à souffrir, d'être stressé et de continuer à stresser, que finalement d'essayer de changer. De switcher dans l'autre sens, oui, parfois. Parfois, tout à fait. Et ce changement-là est compliqué, même s'il est souhaité. On est vraiment dans cette espèce de dualité. Je veux, mais est-ce que je le veux vraiment ? C'est là où je trouve intéressant que parfois le corps et la pathologie, c'est la limite, le déclencheur qui va faire que la personne dise vraiment là j'ai atteint le maximum et là je vais passer à autre chose. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Mais je trouve que là on est vraiment dans une alerte. Très bien dans une alerte, comme on le voit dans le burn-out par exemple, hein, la personne qui s'éteint complètement.
Eh bien Indépendamment là, de la volonté de l'esprit qui voudrait continuer, en fait. C'est-à-dire le absolument. corps ne fonctionne plus, mais l'esprit voudrait continuer Ouais. Ah bah, c'est à exactement faire la même ça. chose, en fait. En faire plus de la même chose. Oui. Et le corps dit stop. Et là, j'ai plus le choix, donc je vais prendre en charge mes symptômes. Par contre, là, ça prend du temps. Et au niveau neurologique, au niveau du cerveau, il y a des dégâts quand même. C'est ça qui est assez curieux et qui est mystérieux pour répondre à ta première question, si c'est mystérieux ou pas, c'est que parfois, ça prend pas de temps. Mm. Et c'est assez curieux. C'est parfois, moi, je reste toujours les bras ballants quand un changement a lieu de manière très rapide, alors que c'est ancré depuis longtemps, que le symptôme est ancré depuis longtemps, et on a l'impression que le switch s'est fait rapidement. Et parfois, c'est laborieux, c'est fastidieux, ça prend du temps. Oui, là, on voit dans ton livre qu'il y a beaucoup de consultants qui ne viennent pas à leur deuxième séance, qui téléphonent en disant non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai Alors géré. que la description du cas était quand même assez terrible et Et pathétique. parfois, je me dis, et c'est très immodeste, parce que bêtement, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, c'est une équipe. Je dis absolument pas que les hypnothérapeutes ne font rien. Je fais pas partie de ceux qui disent c'est le patient qui fait tout. C'est quand même un binôme qui est élargi au cercle de la personne en face de moi. Mais oui, parfois, je me dis, c'est pas gagné. Avec une grosse surprise. Et en plus, je connais les médecins qui me les adressent. Donc, c'est pas juste un moyen de dire non, je viens plus. J'ai bien la confirmation après qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et parfois, c'est l'acceptation du symptôme qui arrive. En fait, je l'ai diminué, j'aurais voulu le diminuer de 100%, je l'ai diminué de 50%, et en fait, ça me va bien. Ma vie est bien maintenant comme ça. Donc on a le droit d'en garder un petit bout, c'est très rassurant. Complètement. On peut garder une petite douleur, mais quand même moins forte que d'habitude. Exactement, et peut-être qu'elle passera à 0% de douleur dans les mois qui viendront, on ne sait pas. Il y a peut-être aussi un temps de réparation du corps. Oui, complètement. Il lui faut du temps pour se remettre, et puis nous aussi, nous réhabituer à un corps nouveau, même un corps qui ne souffre pas. Il faut s'y réhabituer, le réhabiter. Ça peut prendre du temps, ouais. Alors, techniquement, est-ce qu'on peut donner déjà un petit tips, quelque chose? Est-ce que tu nous fais maintenant un voyage sur la plage, justement? On parlait de la plage. Voilà, vous qui êtes stressé, qui regardez l'émission, est-ce qu'on peut bénéficier tout de suite d'un petit moment d'hypnose? Absolument, on peut faire ça, tout à fait. Alors, D'autant plus qu'est-ce qu'on fait? Et bien, ce que je vous propose, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas l'hypnose. Et donc, je propose de vous emmener, de faire un exercice pratique assez rapide pour pour relaxer un petit peu le corps, relaxer l'esprit, en partant du principe que le cerveau, justement, ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, et que parfois, quand on est stressé, eh bien, c'est cet imaginaire négatif que le cerveau enregistre. Et là, l'idée, c'est de peut-être faire vivre une expérience d'hypnose dans un moment de détente avec des suggestions. Ça permet aux personnes de découvrir si vous êtes partant. Eh bien, écoute, nous, on est partante. Enfin, moi, je suis partante. Okay, moi aussi, je suis très partante. Je suis partante. Okay. Parfait. Alors, je propose de vous installer tranquillement, le plus confortablement possible, y compris pour les personnes qui nous regardent. Vous installez confortablement, laissez simplement les yeux se fermer, simplement pour s'intérioriser, voilà, et de focaliser votre attention sur la respiration. Voilà. Si vous focalisez votre attention sur la respiration, vous allez sentir simplement le thorax qui monte et qui descend et qui monte, et ça fait comme des vagues. Et pendant cette expérience, je vous propose de vous laisser bercer par ces vagues de respiration. Voilà, très bien. Quand vous respirez de cette manière et pendant cette expérience, il peut y avoir des bruits à l'extérieur. Tous les bruits font partie de l'expérience et vont même permettre de s'intérioriser encore plus. Puis il peut bien sûr avoir aussi des bruits à l'intérieur. Toutes ces choses que vous pouvez vous dire, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Et d'ailleurs, pendant que vous pouvez penser à toute autre chose, une partie de vous peut prendre dans mes paroles ce qui est important pour aller vers plus de mieux-être. Et vous pouvez même modifier mes mots pour qu'ils vous conviennent. Et comme vous le savez, dans sa tête, on peut voyager. Pendant que vous sentez le va-et-vient de l'air,
pendant que vous sentez votre corps déposé sur cette forme sur laquelle vous êtes déposé pour vous reposer. Simplement, je vous propose d'imaginer simplement que vous êtes maintenant sur une plage de sable fin. Sur cette plage, vous êtes seul, à l'abri des regards, et en même temps connecté par des liens invisibles avec toutes les personnes que vous aimez, qui vous sont chères. Je propose d'observer sur cette plage la température de l'air. Vous pouvez voir au loin une certaine luminosité, vous pouvez voir au loin la mer, le va-et-vient des vagues. Et peut-être vous sentez déjà vos paupières qui papillonnent. Et vous allez avancer tranquillement sur cette plage. Vous sentez le contact de vos pieds dans le sable, cette certaine sensation particulière, l'air sur les parties découvertes de votre corps. Vous entendez ces sons, des sons d'oiseaux, et puis il y a aussi cette odeur particulière à cet endroit, peut-être une odeur salée, peut-être un goût. Au loin, vous pouvez voir des oiseaux libres, légers. Et je vous propose d'avancer tranquillement sur cette plage. Vous marchez, vous allez vous approcher maintenant des vagues. Et pendant que vous faites ceci, il se passe des milliers de choses dans votre corps. De façon naturelle, automatique et confortable, vous inspirez l'air, vous expirez les toxines. Vous inspirez le calme, vous soufflez les tensions éventuelles. Et vous allez vous approcher tranquillement. Vous regardez cette mer, le va-et-vient des vagues, les différentes couleurs, ce bleu, ces zones blanches. Vous sentez cette sensation particulière. Et quand vous observez le va-et-vient des vagues, c'est un petit peu comme le va-et-vient de la respiration. Les vagues vont et viennent de façon continue, incessante. Vous allez maintenant simplement vous approcher de cette zone où le va-et-vient des vagues, ce rythme vous entraîne et vous allez marcher simplement en bordure des vagues dans cette zone où le sable est mouillé. Vous avancez, pas à pas, en longeant, et vous sentez votre corps qui se détend tout en marchant dans le mouvement. Vous sentez l'eau qui vient lécher simplement vos pieds à bonne température, à température parfaite. Vous avancez vers votre avenir de façon sereine, vous sentez. Et vous avez simplement, sentez qu'à chaque pas, vous laissez vos traces s'enfoncer légèrement dans ce sable mouillé. Pas à pas, vers votre avenir, tout en étant présent, à ce présent. Vous allez maintenant vous retourner et vous constatez simplement que le va-et-vient des vagues a effacé les traces de pas que vous avez laissées, tout comme votre respiration de façon naturelle, automatique et confortable va effacer les éventuelles traces de doute ou de fatigue. De façon naturelle, confortable et automatique, à chaque vague de respiration, une partie de vous va effacer ce qui est effaçable, ce qui est à dépasser. Vous n'avez rien à faire de particulier, rien à vouloir, rien à savoir. Laissez faire ce qui est à faire, défaire ce qui est à défaire, parfaire ce qui est à parfaire. Et vous reprenez votre route. Chaque pas, vous êtes de plus en plus allégé, de plus en plus tranquille, de plus en plus assuré.
tranquillement. Et vous pouvez vous installer. Et à chaque vague de respiration, de façon naturelle, automatique et confortable. Ce travail de réénergie, de sécurité intérieure, de dépassement, va s'installer de façon naturelle, automatique et confortable. Et vous n'avez rien à faire de particulier. Et dans quelques instants, simplement, je vais compter jusqu'à 5 et vous pourrez revenir ici et maintenant en gardant le bénéfice de cette séance et de ce travail inconscient qui va travailler bien au-delà de ces quelques minutes, à chaque vague de respiration. Je vais compter simplement jusqu'à 5 et au bout de compte de 5, bien vous revenez complètement ici et maintenant. 1. Simplement, vous sentez l'énergie qui revient dans votre corps pour pouvoir continuer cette interview. 2, 3, 4, sentez l'énergie. Prenez une grande respiration. 5, et vous revenez ici complètement. Et maintenant. Waouh, c'était magnifique, j'en avais besoin. C'est parfait. Et c'est vrai que c'est une métaphore un peu simple, la plage, mais c'est marrant, ça m'a fait vraiment revenir des souvenirs de sensoriels dont tu parlais, Oui. les traces dans le sable, les pieds, la température. Alors j'attendais la température parfaite depuis le début. La température. Mais est-ce que c'est la plage en pleine tempête ou c'est la plage très calme ou ensoleillée? Je savais pas trop, alors du coup j'avais plusieurs images qui me venaient. Oui, alors Voilà. c'est vrai que quand on s'adresse à plusieurs personnes en même temps, c'est différent. C'est intéressant de travailler sur les 5 sens pour que chacun puisse se faire sa propre représentation, à la différence de quand on accompagne une personne en cabinet où il y a une problématique ou une demande, et comme tu le dis, tu t'adaptes. Et d'ailleurs, j'ai adoré ton livre, vraiment, Constance, Oh, merci. et ta belle capacité à faire des métaphores. Je ne sais pas ce que tu en penses, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et donc, c'est complètement différent quand on travaille, quand on va guider plusieurs personnes en même temps que quand on adapte une général. séance à une personne avec une Bien problématique en plus. Effectivement, on voit dans ton livre un vrai savoir-faire d'accompagnement sur la création des métaphores, Ah oui. qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc, tu utilises surtout ce que les gens savent faire, ce que les gens font de bien. Alors, quand on arrive et qu'on est très déprimé, on a l'impression qu'on ne fait rien de bien. Et alors, tu vas chercher, en fait, avec beaucoup je sais pas, de curiosité, voilà, de finesse, ce que les gens font bien. Alors, une fois qu'ils font bien quelque chose, alors qu'est-ce que tu en fais de ces informations? Comment tu fabriques La ton métaphore, voyage? Oui, oui. c'est difficile de donner une recette, mais en fait, je les écoute, je les regarde, je leur donne de temps en temps des exemples, parce que effectivement, écrire un chapitre sur quelqu'un qui ne me parle pas aurait manqué d'intérêt. Mais ça peut arriver. Des gens qui disent « je ne sais pas, je sais rien faire, non, vraiment pas ». Donc ça prend un peu plus de temps, mais parfois on imagine que savoir faire quelque chose ou être bon dans quelque chose, c'est avoir gagné un Nobel. Et finalement, c'est tellement de petites choses qui font qu'on est tous des êtres exceptionnels. Et ils ont tous des talents, on a tous des talents. Mais ça peut être simplement, moi je sais écouter les gens. Mes copains, mes copines, quand il y a un problème, ils viennent me parler, ils ont confiance parce qu'ils savent que je ne trahirai pas de secret. Ou ça peut être la fameuse tarte aux pommes dont on a parlé. Alors, on va parler un petit peu de la tarte aux pommes. Oui, tu veux qu'on parle de la tarte aux pommes? Enfin, en tout cas, qu'on explique qu'est-ce que c'est que cet exemple. Cet exemple de tarte aux pommes. Alors ça, c'est un petit tips, en fait. On ne peut pas dire vraiment que c'est de l'hypnose, à part dans le côté détournement d'attention. À nouveau, le cerveau, il est rassuré par ce qu'il fait habituellement. Parce que s'il le fait par habitude, il le fait bien. Souffrir, il le fait bien, par exemple. Il sait très très bien avoir mal, il sait très bien nous faire stresser, etc. Il est très rassuré. Mais trouver un exemple d'activité, en général quotidienne, qu'on fait bien, mais qui n'a pas forcément quelque chose d'exceptionnel. À nouveau, on ne cherche pas à trouver des génies. On est tous des génies. Mais le génie de la tarte aux pommes, par exemple, la personne qui va vous dire si, moi je fais très bien la tarte aux pommes. Ok, super. Comment vous faites une tarte aux pommes? Donc c'est en fait cette activité lambda qui paraît absolument anodine et qu'on fait quotidiennement, que d'autres ne savent pas faire d'ailleurs, mais enfin peu importe. On n'est pas là pour se comparer. Et donc en détacher quelques étapes. C'est quoi les étapes pour faire votre tarte aux pommes?
On va partir du principe qu'ils achètent la pâte toute faite parce que sinon c'est un peu long. Donc étaler la pâte, couper les pommes, poser les pommes, mettre la compote, il y en a qui mettent de la compote dedans, mettre au four. Ok, super. Et donc on va aller chercher un mot qui décrit chacune de ces étapes. Et au moment où on a une grosse montée d'anxiété, une grosse peur, quand on va aller chez le dentiste, par exemple, ou quand on va devoir présenter quelque chose dans une réunion alors qu'on n'aime pas parler en public, et qu'on sent que ça monte comme ça, que le cœur bat plus vite, eh bien, on va juste se répéter ces 4 ou 5 mots qui représentent chacune des étapes. Et on va le faire 3-4 fois comme ça, dans l'ordre. Étaler, couper, poser, compote, cuire. Étaler, poser, couper, compote, cuire. Et on répète ça dans notre tête. Notre cerveau se met en mode automatique. Ça, je sais faire et je le fais bien. Et à ce moment-là, au lieu de nous délivrer des tonnes d'hormones de stress, type cortisol, etc., il nous met un petit peu plus, si en plus on se met en position de super-héros comme ça. Donc on hack notre cerveau, en fait. On l'arnaque totalement. On l'arnaque. On l'arnaque totalement. Et il nous arnaque pas mal de temps. Je pense que c'est une bonne guerre. Bonne guerre. Exactement. Et là, on lui fait croire que tout va bien. Donc à ce moment-là, il entend comme ça, et puis nous, on a les images qui nous viennent dans la tête de cette chose, cette activité qu'on fait si bien et si quotidiennement. Et là, il s'y met, ok, hormone de calme, tranquillité, tout va bien, on est paisible, pas besoin de stresser. Et à ce moment-là, notre corps, simplement, il réagit, parce que quand on va avoir plutôt de la testostérone pour la confiance en soi, plutôt que le cortisol pour l'anxiété, notre corps va se sentir beaucoup mieux, le cœur va ralentir, et on est parti. Oui, alors moi, je voudrais raconter ma propre expérience, puisqu'on l'a fait au téléphone l'autre jour. D'abord, je cherchais un point de compétence, justement, Oui, que plus comme ça, c'était difficile. Et du coup, je me suis dit, bon, je sais faire le repas. Et donc, c'était regarder dans le frigo, enfin, checker ce qu'il y a, préparer, exécuter, enfin, servir, quoi. Et je trouve que c'est rigolo, d'abord, parce qu'on ne fait jamais ça dans la vie. Quand on sait faire quelque chose, on ne parle pas, on ne dit pas un mot pour définir ce qu'on est en train de faire. Oui. Checker. Enfin, déjà, c'est déjà la première étape de l'exercice. Enfin, si je parle de ma propre expérience, c'est vraiment pour bien expliquer aux personnes qui nous regardent comment faire l'exercice. C'est vraiment une action qu'on fait, et donc il y a un mot qui désigne cette action. Et donc voilà, moi je check ce qu'il y a dans le frigo. Donc je compose, donc c'est de la création en fait, et d'élaboration. Et puis une fois que j'ai conçu finalement le repas, du coup je vais le faire, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment checker, concevoir, faire. Voilà, c'est mes 3 mots. Et donc du coup ça m'a été utile. Ça a marché. Donc je vais te remercier. Ouais, avec grand plaisir. Voilà, et donc je trouve ça très rigolo en fait. C'est pas je trouve ça grand-chose. drôle en fait. Oui, et après on peut s'amuser à le faire avec plusieurs choses, plusieurs étapes, et se rendre compte qu'en fait, oui, il y a des choses qu'on fait bien, et ça n'a pas besoin d'être exceptionnel ou grandiose ou passer à la une du 20h. Donc il suffit de le répéter en fait dans un moment de stress pour que le cerveau il fabrique. Il n'est pas très malin, notre cerveau, tu sais. Oh. Ouais. Nous on l'est, mais notre cerveau il est un peu, il n'est pas très très malin. Il croit un peu tout ce qu'on lui dit, et simplement c'est à nous de lui dire des belles choses. Ou de les entendre, comme on les a entendus à l'instant grâce à Tania. Je suis complètement d'accord avec ça. Et moi, je travaille beaucoup justement sur la façon dont on se parle et ce que l'on donne à notre cerveau. Et parfois, on a vraiment des façons de se parler qui ne sont pas cool avec nous-mêmes. Et comme tu le dis, notre cerveau, il croit ce qu'on lui dit, en fait. Il ne fait pas la différence entre la réalité, ce qu'on lui raconte. Donc, si je me raconte toute la journée, justement, que je suis une tarte, pour lui, c'est vrai. Autant en faire une de tarte. Autant en faire une. Pas en prendre une, mais en faire une. Je suis complètement d'accord. Oui, il y a des gens qui se parlent très mal. Oui. Effectivement, c'est assez frappant. Oui. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'ils vont, s'ils se mettent à se parler bien, mais qu'ils n'y croient pas, ça marche pas non plus, quoi. Alors ça va pas forcément changer la vie. C'est un petit tips pour passer une étape. Mais après, on les collectionne, ces petits succès. Et finalement, cette réunion, cette intervention pour laquelle j'étais tellement stressée, qui me faisait peur, tout le monde va rire, on va me trouver ridicule, je suis pas à ma place. Le syndrome de l'usurpateur. Oui, tous ces trucs qu'on se raconte. Toutes ces choses négatives, on va le désactiver simplement parce qu'une fois, on a été bon et on s'est senti bien. Et donc, la fois d'après, on va se servir de cette petite réussite-là. Et ça va commencer à germer. Et du coup, est-ce que ça a un rapport sur ta fabrication des métaphores? Parce que donc, tu te renseignes, ce qu'on voit dans ton livre, c'est que tu te renseignes d'abord sur
sur les personnes, tu les écoutes, effectivement, qu'est-ce que vous voulez me raconter, etc. Et tu vas utiliser leur force, en fait. Leur force, leur goût, leurs mots, je ne veux pas les singer et utiliser uniquement leurs mots, mais en fait, je crois que je vais surtout sortir de moi, de ce que moi je connais, de ce que je pourrais imaginer. Je pense que le pire risque, c'est se projeter. Si moi j'étais à sa place, je le vivrais comme ça. Ah bah oui, cette plage, je la connais. Il y a un palmier à cet endroit-là. Peut-être qu'il l'a jamais vu, le palmier, et qu'il s'en fiche complètement. Donc, sortir juste de mes connaissances ou de mes croyances qui vont être forcément fausses par rapport à cette personne et l'écouter comme si je pars d'une page totalement vierge. Et même s'il me raconte des vacances que j'ai vécues exactement les mêmes au même endroit, ou que je fais le même sport, ou la même activité, la même tarte aux pommes, je ne sais pas ce qu'il est et comment il le vit. Et donc, sortir de moi pour l'écouter vraiment, c'est ça qui crée la métaphore. Alors ça, c'est la première étape déjà. Ouais. Et alors après Après, peut-être que tu ne sais pas ce que tu fais, en fait. J'essaye, je te jure, j'essaye. Après, ça se construit. Je prévois jamais d'histoire à l'avance. Je commence à raconter et je vois les petits signes, les petites micro-expressions, les petits mouvements. Je quitte pas la personne des yeux. Je vais jamais regarder par la fenêtre en même temps que je lui parle. Je vais vraiment la regarder, cette personne, et guider, voir si je suis pas sur le bon chemin. Il y aura un petit tic peut-être, un petit truc de sourcil ou de lèvres. Et du coup, je vais changer de chemin, je vais observer. Et puis, je vais leur demander aussi de temps en temps, j'aime beaucoup le dialogue pendant les séances, mais aussi leur demander, est-ce que vous êtes avec moi? Avoir un petit geste du doigt. Vous me préviendrez quand vous serez sur votre plage. Et puis, hop, il y a un petit geste, très bien. Donc là, Oui, poursuivre les étapes. Et on suit les étapes et l'histoire. Alors après, il y a un petit tip, ce qui n'est pas du tout hypnotique, qui est de lire énormément soi-même, d'avoir un vocabulaire un peu... je pense que j'ai avalé un dictionnaire de synonymes à un moment pour pas se répéter, pour pas... Voilà. Il y a des petits trucs qui sont... Moi, je n'aime pas utiliser des adverbes, le énormément, le vraiment, le complètement. Je trouve que ça prend du temps pour rien. Enfin, voilà, c'est des petites choses, mais qui me sont propres, qui ne sont pas à généraliser. Et juste, ouais, effectivement, avoir un vocabulaire assez libre. Alors, je ne te cache pas que parfois, j'avais un patient un jour qui me disait que lui, sa passion, c'était la boxe. Et moi, ma référence de boxe, c'était Rocky 1. C'était assez limite. Adrienne. Voilà, c'est ça. J'étais là, waouh, ça va être compliqué pour moi de créer pour lui. Et en fait, il me parlait, il me racontait des choses qui n'avaient absolument aucune image pour moi. Enfin, c'était un univers tellement lointain. Et puis, il y a eu Google à côté où j'ai écrit termes de boxe. Et j'ai eu... j'avais ma petite liste comme ça. Et tu l'as fait aussi. Du coup, voilà, il y a des petits mots qui se placent. Et j'avais un peu rigolé quand il m'avait dit boxe. Et je lui ai dit, j'y connais rien, racontez-moi. Et à la fin, il me dit, vous y connaissez bien quand même. Je trouve que c'est ça la richesse de notre métier. C'est qu'on s'adapte constamment à la personne en face. Et je trouve que c'est ça qui est carrément génial. Je déteste avoir un protocole, mais c'est éventuellement une trame. Mais c'est vraiment l'adaptation à l'autre et la curiosité de l'autre. Et je trouve que c'est ça qui rend notre métier magnifique, en fait. Alors, quand un médecin vient consulter, il peut aussi, en fait, être très méfiant vis-à-vis de l'hypnose. Parce que, quand même, les médecins ont emmagasiné un nombre de connaissances sur le fonctionnement du corps, sur les médicaments. Et là, on arrive dans un autre domaine. On dit, on va vous promener sur la plage, mais n'importe quoi. Je vois pas en quoi ça va régler mon problème. C'est quoi ces sornettes? Oui, complètement. Déjà, les médecins, je me rends compte que c'est quand même eux, en grande majorité, qui m'adressent des patients. Donc, ils ont quand même... Après, je les connais bien, il y en a beaucoup avec qui j'ai travaillé. Donc, il y a ça. Il y a des médecins qui veulent pas qu'on dise qu'ils viennent. Parce que ce serait quelque chose de très parallèle. Oui, et puis qu'est-ce que c'est que cette médecine alternative? Alors, on préfère dire complémentaire, bien entendu, mais oui, ils ont une méfiance au départ. Ils n'ont pas la même méfiance, je pense, que les autres qui pourraient dire « je veux pas que vous rentriez dans ma tête et que vous me fassiez faire n'importe quoi ». Ça, je crois qu'ils sont assez... j'en ai pas connu qui avaient cette peur-là, mais c'était plus quelle perte de temps. Qu'est-ce que ça peut améliorer? Qu'est-ce que ça peut arranger? Et puis finalement...
Je suis d'accord avec toi quand tu as prononcé le mot faiblesse. Moi qui accompagne donc des médecins qui forment les professionnels de santé à l'hypnose pour l'utiliser auprès des patients, je me souviens, enfin je travaille par exemple avec le SMUR ou avec des services et je me souviens d'un médecin en particulier qui est arrivé, il était là pour faire la formation, mais quand même avec une belle résistance, en se disant, il m'a dit après d'ailleurs, après avoir vécu des expériences, vu ce que ça donnait, il a complètement changé d'avis, et au début son idée c'était justement, être hypnotisé c'est quelque part être faible d'esprit, médecin quand même. Et donc on a quand même effectivement ces idées qui peuvent encore être là, et ce qui est génial c'est qu'après, avec l'expérience, en vivant lui-même des expériences et en vivant un petit peu, en voyant ce que ça apporte aux patients, une diminution de la douleur. Alors là, on est vraiment dans de la thérapie et dans de l'urgence, donc c'est pas forcément le même type d'hypnose. Il était convaincu, et c'est celui peut-être qui pratique le plus d'hypnose aujourd'hui. C'est ça qui est génial. Et puis en leur expliquant aussi comment ça fonctionne, quand ils se rendent compte aussi qu'on sait de quoi on parle. On leur parle des structures du cerveau qui sont impliquées et de la logique avec laquelle ça fonctionne. Je ne me serais jamais lancée dans une médecine comme celle-là, enfin un soin comme celui-là, si je ne comprenais pas comment ça fonctionne physiologiquement. Et si c'était juste de la croyance. Pas du tout parce que j'y croirais pas, parce que c'est très bien de croire à des choses qu'on ne comprend pas, mais moi j'ai besoin de comprendre et de pouvoir l'expliquer de manière très carrée et pragmatique. Et peut-être que eux qui ont quand même ce côté très carré et pragmatique, scientifique aussi, ça les rassure d'avoir une explication presque neurologique, physiologique. Bien sûr, ouais. Scientifique. Scientifique, exactement. Oui, et puis c'est démontré, il y a quand même de plus en plus d'articles scientifiques de haut niveau, dans des bonnes revues maintenant, qui expliquent tout ça, et des chercheurs qui sont de haut niveau aussi qui y travaillent. Donc on est en train d'aller quand même vers quelque chose qui les concerne. Et toi, Tania, quand tu interviens justement pour former des professionnels de santé, pour des interventions, tu disais qu'en fait les gens, les soignants eux-mêmes sont parfois en hypnose sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils sont dans des protocoles, des gestes, des actes, ils sont eux-mêmes en transe en quelque sorte. Alors, ils peuvent effectivement, quand on travaille, notamment moi j'ai travaillé en unité de soins intensifs en cardio, j'ai accompagné aussi des personnes du SMUR sur le terrain pour voir un peu aussi comment eux travaillent. Mais quand il y a des gestes d'urgence à faire, il y a une espèce de dissociation, je dirais. Parfois, on se coupe des émotions parce que les choses à voir sont terribles. Et on n'est pas là pour être dans l'émotion, on est là pour agir et pour agir vite. Donc, ils ont déjà une capacité, je dirais, à se dissocier naturellement, ce qui peut être une forme d'hypnose, pas forcément positive, mais en tout cas aidante dans ce cas. Et puis, naturellement, je dirais qu'ils utilisent aussi des techniques auprès des patients, notamment les infirmières, où ils vont faire beaucoup de distractions, naturellement. Et c'est assez naturel chez eux d'emmener la personne un petit peu ailleurs. Et puis, ce qui est intéressant... De faire une petite blague. Des petites blagues ou carrément, où est-ce que vous avez envie d'être, où est-ce que vous seriez si vous n'étiez pas ici, et naturellement, on va faire de la distraction. Et en fait, c'est très intéressant dans les services d'urgence d'aller sur de l'hypnose directe. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent que dans les services d'urgence, l'hypnose, c'est trop compliqué. Parce qu'on imagine souvent l'hypnose en cabinet, dans un cabinet feutré, etc. Et effectivement, désincarcérer quelqu'un d'une voiture, c'est pas le même cadre, on est d'accord. C'est vrai que si on lui demande de se retrouver sur la plage, ça va être moins efficace. Exactement. Si on dit, là, aller sur la plage, ça va être moins efficace. Ouais. Mais du coup, ce qui est génial, c'est de comprendre que comme l'hypnose, c'est une espèce de focalisation d'attention, les personnes qui sont dans ces situations d'urgence, les patients, sont souvent, eux, focalisés sur leur stress, sur leur peur. Donc, ils sont déjà dans une sorte d'hypnose, mais négative. Et en fait, c'est très facile de les retourner pour aller vers quelque chose de positif. Alors, comment on fait? Alors, vas-y, moi, j'aimerais bien avoir une petite idée de comment on procède. Donc, il y a quelqu'un qui est incarcéré, là, dans sa voiture. Alors, on peut procéder de différentes manières. On peut effectivement lui expliquer qu'il va se concentrer sur notre voix. Et donc, on va pouvoir faire des techniques où on va emmener effectivement la personne ailleurs, mais on va intégrer dans l'histoire qu'on lui raconte des éléments des sensations physiques. Des sensations physiques. C'est-à-dire, par exemple, dans une désincarcération, vous avez les pompiers, par exemple, qui vont couper la tôle, donc il va y avoir un bruit de tôle froissée. On peut raconter une histoire
où la personne fait du parapente ou du vol à voile, et par exemple, ça va devenir le vent dans les voiles. Ça va devenir, on va poser par exemple un plastique devant pour enlever le pare-brise et le verre cassé, ça va devenir un nuage qui transforme. Donc là, on est un petit peu dans j'emmène ailleurs en tenant compte. Bien évidemment, la personne sait qu'elle n'est pas dans son paravent, mais ça gomme, on va dire, l'expérience. Ça, c'est une façon de faire. Après, souvent, on propose, par exemple, je pense à des réductions d'épaules, ce genre de choses. On peut proposer ce qu'on appelle des inductions très rapides, en demandant à la personne de focaliser sur un point, tout simplement, et travailler avec la respiration. Comme la personne est déjà finalement en hypnose négative, les suggestions vont passer direct. Et avec des techniques d'induction rapide. En fait, plus on a mal, plus on a envie d'être ailleurs de toute façon. Exactement. De Et rupture de pattern, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le Aussi. cerveau se met dans un pattern douleur. Hein. C'est d'ailleurs une habitude, un pattern, c'est je te tends la main, tu me tends la main. Si j'enlève ma main, tu as une espèce de sidération. Ouais. Comme ça, c'est de l'hypnose immédiate, enfin très, très rapide. Alors, c'est vraiment en 3 minutes hein, qu'on peut en parler comme ça, parce que c'est un petit peu long à expliquer sinon. Mais faire une rupture de pattern pour faire un peu bugger le cerveau qui est sur la douleur et qui est dans cette voiture encastrée, c'est quelque chose de très immédiat. Ouais. Moi, je vois très bien, là, dans les services que j'accompagne, souvent, ils remettent les épaules, ou j'ai des témoignages, parce que je recueille aussi les témoignages pour en faire justement un livre. Et c'est assez bluffant, la rapidité avec laquelle les patients sont mieux, sont moins douloureux, où on remet des épaules, où on place sans kétamine, sans traitement. Et c'est vraiment, c'est super intéressant. Et en plus, c'est très intéressant aussi en termes, on en parlait tout à l'heure, d'efficacité personnelle. C'est-à-dire que le soignant, son métier a encore plus de sens. Parce qu'il donne de sa personne, c'est efficace, les personnes sont contents, les patients sont contents, les familles sont contentes. Donc lui, en termes d'efficacité personnelle, ça redonne encore du sens au travail. Ça, c'est vraiment magique. Alors revenons à nos médecins vulnérables. Oui. Donc après, on arrive sur du cas par cas. Dans ton livre, du coup, Constance, enfin, on a plusieurs histoires. Est-ce que tu nous en raconterais une? Je ne sais pas laquelle. Laquelle? Moi, j'avais été touchée par tous, évidemment. Il y avait cette jeune femme qui était venue me voir parce qu'elle n'avait aucun souci de santé, mais elle ne tombait pas enceinte. Et elle se rendait compte, elle était médecin, elle se rendait bien compte que quelque part, son corps bloquait l'arrivée, l'accueil de cet enfant. Et elle m'avait raconté donc est-ce qu'elle était interne ou elle avait fini. Enfin, elle s'était rendue compte que les choses n'allaient plus quand ils avaient discuté de la date de son mariage en staff d'équipe. Ah oui, c'est ça, je vous dis quoi? Alors, elle a dû se dire, c'est peut-être un peu moi que ça concerne et pas vous tous. Et là, ça nous arrange pas trop, tu sais, parce tu serais de garde, donc ce serait bien. Enfin, et elle avait quitté l'hôpital à ce moment-là, mais il y avait quelque chose qui s'était un peu coincé entre l'obligation d'être médecin donc pour les autres et puis d'accueillir un enfant. Et elle avait parlé, ce terme accueil avait évoqué chez moi, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'avais vu comme ça cette jeune femme qui ouvrait la porte de sa maison et qui accueillait un invité qu'elle attendait depuis longtemps, et elle avait mis les petits plats dans les grands, elle avait fait plein de choses. Et c'est vraiment ce qui m'est venu parce qu'elle avait quelque chose de comme ça sur le visage, de très accueillant. Et elle racontait qu'elle aimait avoir des gens chez elle, qu'elle aimait cuisiner, checker dans son frigo, préparer et servir. Et elle racontait tout ça comme si ça n'avait rien à voir, et peut-être d'ailleurs que ça n'avait rien à voir, au fond, j'en sais rien. Et donc, on avait fait une séance sur cet accueil, sur accueillir un invité, où, bien entendu, on a fait plein de choses dans la journée, on est un petit peu crevé le soir, et on a mal au dos, et il faut encore penser à allumer des bougies, à mettre une belle table, et à faire un bon repas. Et en même temps, quel plaisir. Au moment où on ouvre la porte, il arrive, cet invité magique. Et le jour où elle m'a envoyé sa première échographie, c'était quand même... c'était fort. C'était très fort. Et elle avait quitté l'hôpital, elle était toujours médecin, mais il y avait vraiment ce qu'elle disait, quoi. Je me consacre tellement aux autres que dès que je me consacre à moi, je culpabilise. C'est comme si je prenais un jour de vacances alors que j'y ai pas droit. Et il y a aussi ce médecin qui est malade lui-même. Ah, les médecins malades, oui, il y en a plusieurs d'ailleurs. Hein, il y a toute une partie sur... Et oui, on a le droit d'être malade alors qu'on est médecin.
Il y avait une jeune femme qui avait des tics neurologiques, un médecin qui avait une tumeur au cerveau et qui, en plus, c'était une tumeur du cervelet. Il avait des gros troubles de l'équilibre, il marchait avec une canne et en fait, il disait je soigne les autres, je ne peux pas avoir l'air malade parce que c'est des maladies qui se voient. Je ne peux pas avoir l'air malade, je vais être mal considérée. Et je raconte, je crois dedans qu'il y avait un jour un patient, j'avais un rhume et je m'en excuse parce que j'avais la voix de Donald, ce qui n'est pas très hypnotique. Et il me disait, mais vous êtes soignante et vous avez un rhume, mais vous ne savez pas faire alors? Non, je ne sais pas soigner le rhume. Par l'hypnose, non, je ne sais pas ça. Mais voilà, quoi, on peut être médecin et malade. Et là, en fait, c'était travailler avec cette forme, je ne sais pas si c'était de la culpabilité, mais d'anxiété, je ne vais pas être pris au sérieux parce que je suis malade et est-ce que j'ai la légitimité pour soigner les autres? Et dans le cadre de l'interne qui avait énormément de tics, tout le monde se foutait de sa gueule en disant que ça bossait en neurologie. En plus, elle est neurologue. Ouais. Ouais, elle a plus de tics maintenant. C'est drôle, je l'ai vue la semaine dernière. Elle est incroyable. Et oui, elle est passée au-delà de ces tics. Alors, le tic, c'est quelque chose qui me fascine parce qu'il y a quelque chose qui arrive juste avant le tic qui s'appelle la sensation prémonitoire, qui peut durer, mais même pas une seconde. Et quand on travaille avec le patient sur ce que c'est que cette sensation-là, et qu'on la réifie, c'est-à-dire qu'on la transforme en chose, et ensuite on va transformer cette chose-là, ça va transformer la sensation, au lieu de travailler sur le tic en lui-même. On travaille sur ce qui arrive avant, parce que s'il n'y a pas la sensation prémonitoire avant, il n'y a pas le tic. Et elle ne l'avait jamais vraiment envisagé de cette manière-là, et c'est une découverte en général pour les gens. Bah oui, cette sensation avant, c'est quelque chose qui m'arrive dessus et qui me bloque les yeux, et du coup je suis obligée de faire ça pour débloquer. Okay. Et j'ai l'impression d'avoir Alors, on le fait parfois en état de transe hypnotique, parce que quand j'ai dit, c'est quoi cette sensation? C'est une sensation. À quoi elle ressemble? Je ne sais pas. Donc, en état d'hypnose, c'est beaucoup plus ouvert. Et il me raconte ça et on transforme cette sensation-là. Et si ce n'était pas des blocs de béton qui arrivent sur vos yeux, mais des petites plumes légères, et puis qu'après, on arrive à les enlever, comment on peut faire toujours en dialogue comme ça. Et à chaque fois qu'elle sentait la sensation prémonitoire, elle la transformait. Et puis il n'y avait plus besoin de faire le tic. Le mouvement tic répond à un besoin. Okay. C'est vraiment comme quand on a une petite noisette coincée dans la gorge. Si on enlève, on tousse. Oui. Mais si on nous enlève la toux, on a juste la noisette. Il faudrait enlever la noisette plutôt que la toux. Super intéressant. Je ne connais pas bien les tics de mon côté, mais je trouve ça très intéressant. On est dans la PNL, on est dans la pure PNL en fait. Oui, on le fait en état d'hypnose, effectivement. Et ils décrivent cette sensation en état d'hypnose et ils décrivent la solution. Finalement, c'est eux qui la trouvent. J'invente rien, en fait. Finalement, ils repartent en auto-hypnose ou en tout cas technique Après, de gestion. Oui, c'est une technique qui est ancrée et l'ancrage qui se fait parfois de manière systématique. Et c'est un peu comme si le mouvement tic n'avait plus besoin d'être là. Donc, ok, c'est bon, j'arrête. C'est incroyable. Ça enraye, en fait, le schéma. Oui, complètement. Ça enraye le processus, en fait. C'est pour ça que je trouve incroyable le fait de comprendre un petit peu comment on fonctionne avec ces outils pour pouvoir, c'est un peu ce que j'avais découvert dans les premiers livres que j'avais lus en PNL, pour pouvoir mieux vivre tout simplement. Quoi. Alors vous avez un point commun toutes les deux, c'est que vous croyez vraiment à l'être humain. Enfin là, quand tu parles, tu nous as dit au début qu'on était tous uniques, tous extraordinaires, qu'on avait tous des qualités, etc. Donc cette vue positive de l'être humain, ça doit jouer aussi pendant les séances, c'est-à-dire la joie de vivre finalement quelque part du thérapeute, de l'accompagnateur, de la croyance en qualité dans les forces de l'autre. Ça agit en fait directement sur la force de tes métaphores. Oui, parce qu'on n'a aucun jugement. En fait, et à nouveau, moi je suis pas psychologue, je peux complètement partager une émotion avec eux. Je ne vais pas me mettre à pleurer ou des choses comme ça, mais s'ils me racontent, mon mari me dit ça et ça m'énerve, je peux y aller avec elle, quoi. C'est vraiment, là, je suis là uniquement pour la personne en face de moi. Et il y a une connivence qui se crée
mais qui est importante. En formation, dans ma formation hypnose, je crois que le premier conseil que je leur donne, c'est soyez sympa. Soyez sympa et ça crée le lien en étant sympa, pas en étant comme ça très vertical, sachant. Ah non. Je sais, et vous avez des problèmes, moi. Non. De toute façon, dans de nombreux accompagnements, c'est très bien que c'est la création du rapport qui va. Alors, on précise qui est que le rapport, prioritaire. c'est la relation entre... Ah oui, il faut le préciser quand même. La création du lien, effectivement. La création du lien, de la relation est prioritaire. Je rebondirais sur le fait justement de ce qu'on peut dégager. Moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, croyez aux capacités de la personne à résoudre sa problématique. Si vous n'y croyez pas, c'est même pas la peine d'essayer. On connaît l'importance des croyances sur l'environnement, on connaît l'effet placebo, on connaît l'effet nocebo qui est prouvé scientifiquement. Mais je pense que si l'accompagnant, le thérapeute ne croit pas, et même d'ailleurs en pédagogie, même en tant que formateur, si on ne croit pas en la personne en face, on perd déjà énormément de potentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et c'est pour ça que, pour conclure, je voulais citer une phrase qui est en exergue de ton livre, Constance, signé Hippocrate. Et donc, la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Je suis tout à fait d'accord avec Hippocrate. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de ça. Finalement, l'hypnose, c'est de réactiver la puissance qu'on a à l'intérieur de nous, notre puissance de guérison. Oui. Le pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison qu'a le corps, qu'a l'esprit. Et voilà. Et croire en nous, même croire quand les autres n'y croient pas. Voilà. Eh bien, c'est le mot de la fin. Je vous remercie toutes les deux d'être venues pour soigner les soignants. Merci à toi. Et puis, vive l'hypnose. Et voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette belle rencontre aussi. Merci Tania. Super. Merci. Et à bientôt sur ABC Talk TV et dans les Virtuoses de l'hypnose.